le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Il y a 53 ans, le 9 novembre 1970, le général de Gaulle nous quittait. Ce matin même, j'étais à Colombey-les-Deux-Églises avec de nombreux collègues pour honorer la mémoire de celui qui nous a laissé en héritage une constitution dont vous n'avez eu de cesse, Madame la Première ministre, de pervertir l'esprit depuis votre nomination. Quel contraste entre cette matinée à Colombey et le retour ce soir dans cette Assemblée nationale dépouillée de ses prérogatives, empêchée de débattre et de proposer. Quel contraste entre le sens des responsabilités de ce géant de l'histoire de France qui a su s'élever au-delà des partis et le cinéma ridicule de votre gouvernement face aux représentants du peuple. Comme le disait le cardinal de Richelieu, l'autorité contraint à l'obéissance, mais la raison y persuade. Depuis le début de ce second quinquennat, votre gouvernement a décidé de s'asseoir sur la volonté des Français qui, en vous mettant en minorité à l'Assemblée nationale et en faisant du Rassemblement national le premier parti d'opposition, vous envoyez un message très clair. Loin d'entendre les préoccupations des Français, vous usez de la contrainte face à votre incapacité à mettre en place la co-construction que vous prétendez appeler de vos vœux. Loin d'être doté de la sage et nécessaire autorité évoquée par Richelieu, vous faites peser sur la représentation nationale une autorité procédurale, froide, technique, celle du 49.3, qui vous colle aux mains, comme le mépris et l'arrogance collent à la peau d'Emmanuel Macron. Je l'ai dit, nous commémorons aujourd'hui le décès de celui qui, avec Michel Debré, a doté la France d'une constitution qui entendait faire du peuple le véritable souverain, et non pas le 49.3. J'aimerais insister sur ce point, Madame la Première ministre. L'outil constitutionnel qu'est le 49.3 n'a pas été pensé dans le but de museler les oppositions, mais pour ressouder une majorité que vous n'avez pas. Si vous ne souhaitez pas débattre avec vos oppositions élues par les Français, alors il serait sage de convoquer à nouveau les Français dans les urnes. C'est ce qu'a fait le général de Gaulle en son temps, porté par le courage qui caractérise l'action de ces grands hommes d'État qui ont marqué la France. Qui imagine un gouvernement sous le général de Gaulle engager sa responsabilité pour la 16e fois en 18 mois sans jamais se remettre en question? Au fond, vous avez peur. Peur du débat, peur des Français, peur de la contradiction. À milieu de tout changement de cap, vous justifiez ce nouveau passage en force en mobilisant les pires mensonges. En déclenchant ce 16e 49.3, vous avez déclaré, Madame la Première ministre, je cite, « Nous ne pouvons pas priver la France d'un budget ». À vous entendre, faute de majorité absolue, le 49.3 serait inéluctable pour pouvoir payer nos fonctionnaires ou faire fonctionner nos hôpitaux. Même si vous vivez dans le délire de la Start-up Nation, sachez qu'en France, il n'y a pas de shutdown à l'américaine. Et vous le savez très bien, Madame la Première ministre. Notre Constitution est très bien faite. Elle prévoit justement un dispositif permettant, en l'absence de vote, de faire entrer en vigueur le budget par ordonnance afin d'assurer la continuité de la vie de la nation. En aucun cas, la France ne pourrait être un jour privée de budget. Rien ne justifiait donc l'engagement de la responsabilité du gouvernement quelques heures seulement après le début des débats sur cette deuxième partie du projet de loi de finances. De la même manière, vu que nous en sommes à évoquer les mensonges, je souhaite répondre ce soir à Madame Louwagie, des Républicains, qui se cache derrière son petit doigt en permanence, en déformant la Constitution pour faire croire que voter une motion de censure créerait de facto un gouvernement alternatif composé de l'ensemble des oppositions ayant voté la motion de censure. Vous le savez, Madame Louwagie, il s'agit simplement de forcer la démission de Madame la Première ministre. Et quelle tristesse de vous voir, Madame Louwagie, travestir la Constitution le jour anniversaire de la mort de son fondateur. Et si ça peut vous rassurer, Madame Louwagie, parce que je sens que vous êtes inquiète, je peux vous dire qu'après avoir écouté Monsieur Léaumont, qui est déjà parti à la buvette sûrement, ce Robespierre acheté sur Wish, jamais le Rassemblement national, je vous le dis, jamais le Rassemblement national ne s'alliera avec les partisans du chaos, les partisans du Hamas, les partisans de la France insoumise. Mais Madame la Première ministre, il est bien pratique de votre côté de vous cacher derrière un prétendu esprit de responsabilité pour éviter tout débat et avaliser votre budget sans prendre en compte les propositions des députés d'opposition qui sont bien souvent le relais de ce que les Français attendent d'un budget. Plus de sécurité, des services publics plus efficaces,
ou encore une attention particulière pour nos compatriotes les plus fragiles. En réalité, les Français ne sont pas dupes. Ils ont bien compris que vous ne cherchez jamais aucun compromis, préférant une conception très étroite du débat démocratique et une pratique du pouvoir de plus en plus contestable, allant jusqu'à écarter totalement, avec ces 49.3, des amendements pourtant votés par la représentation nationale, à la fois en commission et en séance. Contrairement à ce que vous indiquez, le budget que vous nous imposez aujourd'hui n'est en rien un budget de responsabilité. Avec votre budget, la France va devoir lever 285 milliards d'euros d'endettement pour financer son déficit et une dette abyssale qui atteint près de 110% du PIB. Avec votre budget, les impôts vont bondir de 17 milliards d'euros et le taux de prélèvement obligatoire va encore augmenter par rapport à 2023. Avec votre budget, le déficit public sera de 4,4% du PIB, soit 145 milliards d'euros, ce qui représente l'ensemble des recettes de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés. Avec votre budget encore, ce sont 61 milliards d'euros des impôts des Français qui paieront la seule charge de la dette, soit plus que les budgets consacrés à la défense, à la sécurité et juste avant l'éducation. Je pense que ces chiffres désastreux devraient vous obliger à un peu de modestie, Madame la Première ministre. Le gouvernement présente pour la 50e année consécutive un budget en déficit. Et comme l'a très bien dit mon collègue Jean-Philippe Tanguy, si en mariage ce seraient les noces d'or, avec vous, ce sont les noces de plomb. Comment pouvez-vous encore vous targuer de la bonne tenue des comptes publics? Comment pouvez-vous encore appeler les oppositions à la responsabilité quand vous n'assumez pas les vôtres et les faites peser sur les Français par un niveau inédit de pression fiscale? Vous aviez promis près de 4 milliards d'euros d'économies. Qu'en est-il réellement? Le projet de loi de finances de fin de gestion révèle par ailleurs que pour 2023, les crédits alloués au service de la dette doivent augmenter de 3,8 milliards d'euros, car Bercy a fait une erreur de calcul. Nul doute que les experts sont encore une fois à la manœuvre. Notre collègue Kevin Mauvieux, rapporteur spécial de la Commission des finances sur cette question, n'a pourtant cessé de vous alerter. Dès le mois de juin, il dénonçait la charge excessive de la dette que vous alourdissez année après année et qui pèsera sur nos enfants. Dès le mois de juin, il dénonçait les mécanismes d'indexation de la dette sur l'inflation, les fameuses OATI. La dette atteint donc des niveaux jamais vus auparavant. Vous cramez donc la caisse de façon totalement irresponsable sur le dos du contribuable. Mais posons-nous la question, que vient donc financer cette dette? Attachés à la maîtrise des dépenses publiques, les députés du Rassemblement national ont dénoncé les nombreuses dépenses inutiles, superflues, excessives, à l'occasion des examens budgétaires en commission. Permettez-moi de revenir sur certaines d'entre elles. Près de 80 milliards d'euros sont donnés aux opérateurs et aux agences de l'État. En réduisant leur budget de 10%, c'est près de 8 milliards d'euros qui pourraient être rendus aux Français, comme l'indique la Cour des comptes dans ses derniers rapports. Près de 21 milliards d'euros sont versés à l'Union européenne, qui demande d'ailleurs une rallonge pour mieux payer ses fonctionnaires, alors que eux, les Français, sont contraints de se serrer la ceinture. Si ce budget est en baisse de manière opportune, étrangement, à l'approche des élections européennes, il augmentera à nouveau pour atteindre 27 milliards en 2025. Au Rassemblement national, nous proposons d'économiser 5 milliards d'euros en ramenant notre contribution nette au niveau connu sous le mandat de Jacques Chirac, qui n'était pas, vous l'avouerez, pourtant réputé pour être un anti-européen. Ensuite, ce sont près de 2 millions d'euros qui sont versés chaque année à votre ministère, Monsieur Véran, que ce soit pour financer vos micro-trottoirs ou faire votre campagne de propagande contre le Rassemblement national, ou encore, comme vous l'avez fait ces derniers jours, pour tenir des propos scandaleux à l'encontre de l'unité nationale que les Français attendent compte tenu du contexte. Je suis convaincu que le référendum serait un outil moins coûteux et plus efficace pour assurer le prétendu renouveau démocratique vendu par votre ministère. Enfin, en matière migratoire, l'aide médicale d'État aux clandestins augmente encore cette année, tandis que près d'1 milliard d'euros est versé à des associations pro-migrants. Parmi ces associations, la CIMAD, qui intervient dans 8 centres de rétention administrative et dont la mobilisation de ses membres a malheureusement permis aux terroristes ayant assassiné Dominique Bernard de se maintenir sur le sol français. Ce maintien sur le sol a été aussi possible grâce au soutien des partis de l'extrême gauche, doublement complices à la fois par leur soutien actif à la submersion migratoire et leur contribution insidieuse à la montée de l'islamisme radical en France. Même Didier Lesky, directeur général de l'OFI, qui n'est pas connu pour être un partisan du Rassemblement national, déplorait récemment que ces associations, comme la CIMAD, ne répondent pas au cahier des charges de l'État et que leurs membres agissent contre les politiques publiques en matière d'immigration.
On retrouve aussi France Terre d'Asile et Coalia, dirigés par des élus de la NUPES, ou encore Equalis, dont le président se rémunérait à hauteur de 18 000 € par mois et roulait en Audi Q8 aux frais du contribuable. Autant de dépenses extravagantes qui pourraient être une base d'économie dans le budget de l'État. Le couperet du 49.3 nous empêche malheureusement de les soumettre au vote de la représentation nationale. Ensuite, si l'État dépense trop, il dépense surtout très mal. Cette année encore, l'État n'est pas au rendez-vous pour nos collectivités locales qui subissent de plein fouet l'inflation. L'Association des maires de France dénonce même votre budget comme un nouveau supplice du garrot. La DGF stagne, tout comme les dotations spécifiques à destination des territoires ruraux. Mais dans le même temps, vous abondez pourtant un fonds violence urbaine visant à réparer les dégâts des émeutes aux frais du contribuable plutôt qu'aux frais des casseurs. Votre gouvernement avait promis en grande pompe d'accompagner les collectivités face à la hausse des dépenses énergétiques avec le fameux filet de sécurité. Mais voilà que vous demandez maintenant à plus de 3 400 collectivités de rembourser les acomptes, véritable coup de massue pour les maires des petites communes rurales qui ne cachent pas leur incompréhension et leur colère face à ce dispositif et ces méthodes opaques. Je pense aussi à ces familles, à ces femmes, à ces hommes, à ces jeunes que je reçois chaque semaine dans ma permanence à Montargis et qui se sentent méprisés et abandonnés face à l'absence de services publics, d'AESH ou encore de structures pouvant accueillir les victimes de violences conjugales. J'avais d'ailleurs soumis un amendement proposant d'accompagner la création d'un logement d'urgence pour les victimes de violences conjugales dans chaque intercommunalité, particulièrement en milieu rural où il n'y en a pas. Nous n'avons malheureusement pas pu en débattre, ayant été privés de la possibilité d'examiner en commission des lois les crédits dédiés aux relations de l'État avec les collectivités territoriales. Comment enfin ne pas penser à nos compatriotes d'outre-mer qui souffrent depuis des années de l'inaction de l'État, que ce soit en matière d'immigration massive, d'accès à certaines infrastructures, d'accès à l'eau ou encore à la présence de bidonvilles sur ces parties de notre territoire national. Notre collègue Johan Gillet, rapporteur spécial de la commission des lois, a pu en rendre compte dans son rapport. Ces quelques exemples illustrent à quel point votre budget est déconnecté des attentes de nos compatriotes. Députés du Rassemblement national, nous avons été à nouveau force de proposition en présentant près de 1200 amendements, tirés notamment du projet de Marine Le Pen, qui, faut-il le rappeler, est l'une des seules candidates à l'élection présidentielle à avoir présenté aux Français un chiffrage précis de ses propositions. Des mesures concrètes pour remettre de l'ordre dans nos comptes en réduisant le train de vie de l'État et les dépenses superflues, et cela afin de financer tout d'abord une politique de justice sociale qui ne laisse aucun Français sur le côté, avec des mesures efficaces comme la baisse de la TVA sur l'énergie et les carburants, alors que vous faites, vous, Madame la Première ministre, le choix d'augmenter le GNR, qui va pénaliser nos agriculteurs, nos pêcheurs et le secteur du BTP. Nos économies financeront également une politique de sécurité, plus que jamais attendue par les Français, face à la montée de la violence, du fondamentalisme islamiste, mais aussi des actes antisémites qui explosent dans notre pays. Madame la Première ministre, vous ne semblez ce soir ni paniquée, ni même inquiète de voir votre gouvernement renversé, en raison de la duplicité des Républicains qui mettent en scène leur opposition à votre budget, mais qui, une fois encore, sont absents, sauf Madame Louwagie, la courageuse, qui sont ce soir absents pour sanctionner vos méthodes et votre manque d'ambition pour notre pays. Dans un régime parlementaire en bonne santé, Madame la Première ministre, le peuple et ses représentants votent et expriment leur désaccord sur les textes. Dans le régime fatigué qui est le vôtre, et que vous vous plaisez à abîmer chaque jour davantage, le seul moyen d'exprimer ces désaccords est maintenant de voter des motions de censure. Par votre mépris du débat parlementaire, vous faites vôtre les propos de Cyrano de Bergerac qui disait que c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Nous, au Rassemblement national, nous nous sommes engagés pour être utiles, pour protéger les Français. C'est pourquoi, malgré les outrances permanentes de l'extrême gauche, dont M. Léaumont nous a fait une nouvelle démonstration ce soir, et parce que nous sommes animés par le seul intérêt général, nous voterons ce soir la censure de votre gouvernement. Merci, Monsieur Ménager. Et la parole est à Monsieur Nicolas Dupont.